Merci beaucoup d'être là. Donc, c'est le 10e séminaire de l'École Polytechnique sur la prévention algorithmique. Donc, je voulais juste vous rappeler le contexte. On a déjà fait, donc, comme ça, le chiffre l'indique, 9 séminaires sur le sujet et on est en train d'explorer finalement ces nouvelles formes de prévention. Alors, algorithmique, ça veut dire avec des outils IA, du digital, de l'innovation technologique, et de voir comment ça s'installe dans le paysage à l'heure actuelle français. On l'a montré en cancérologie, on l'a montré en santé mentale avec une séance animée par Guillaume Couillard. On l'a montré également sur la quête du bien vieillir, sur les déclins cognitifs avec le jumeau numérique et aussi avec Claire Bio. Donc on a ce sentiment que la prévention algorithmique existe, elle est réelle en France, et on a eu envie de sortir du débat franco-français. Et on a eu la chance, je raconte la petite histoire, c'est toujours la plus intéressante, de rencontrer Kitri Marc dans le groupe des polytechniciennes et polytechniciens qui travaillent sur ce sujet et qui nous a exposé toute son expérience à Singapour. Et donc de fil en aiguille, on s'est dit ça serait vraiment intéressant de sortir de notre débat national et de voir ce qui se passe avec un côté intriguant, parce que Singapour, spontanément, ça paraît très loin, c'est des cultures peut-être différentes, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais on a trouvé que c'était intéressant d'avoir cette présentation. Et alors Kitri nous a dit, si on fait ça, il y a une personne qui est absolument géniale, c'est Serenella, qui vient de Singapour via Milan, pour présenter. Et donc, on a dit, banco. Alors après, moi, j'ai reçu les CV. Alors, ça fait partie de ces CV. C'est très compliqué à résumer parce qu'il y a beaucoup. Alors, Serenella, je pense que vous êtes une rising star. C'est-à-dire que vous êtes une personne qui est jeune, puisque vous êtes rising, et qui avait déjà derrière vous un background extraordinaire. Donc vous êtes une chercheuse senior à la frontière, je dirais, entre l'informatique, la neuroscience, l'épidémiologie. Vous avez reçu de nombreux prix. Vous travaillez avec le gouvernement de Singapour. And you have many publications in the top journals of neurology and psychiatry and mental disorders. So it's very a great pleasure for us to welcome you. Thank you very much to be there this evening. Alors maintenant, je suis très embarrassé parce que comme j'ai dit que vous étiez une rising star et je dois présenter Kitri. Alors je pense que Kitri est aussi une rising star. Donc Kitri... Oui, je vais essayer de m'en sortir, Guillaume. Tu me regardes toujours un peu inquiet parce que quand je pars comme ça, tu te demandes comment ça va se terminer. J'espère que ça va bien se terminer parce qu'il y a aussi Antoine derrière. Bon, moi, je suis complètement sur le retour. Hein. J'ai déjà commencé à perdre des neurones et des muscles. Non. Je t'avais préparé le titre de star, tu vois, mais bon, ne casse pas la baraque. Donc, Kitri, qui est directrice de la société Koa Health, qui est donc la société asiatique et singapourienne qui développe beaucoup d'outils en lien avec le gouvernement. Kitri, donc, tu es en charge de toute la région Asie. Alors, je ne peux pas m'empêcher, parce que Kitri a un passé aussi, donc tu es polytechnicienne, mais alors Kitri aussi, c'est très impressionnant, a fait une traversée de l'Atlantique à la rame. C'est une des femmes, ça a été une des premières femmes à faire la traversée, et c'est évidemment tout à ton honneur. Quand je pense à la difficulté que j'ai avec mon rameur au centre de sport, 15 minutes, bon, bref, c'est autre chose. Alors, j'en viens à toi, Antoine. Alors, tu es une star. Tu peux avoir que ce rôle. Donc, tu es directeur de Paris Santé Campus. Tu as aussi un passé, on s'est connu avant, dans les innovations techno, prof de médecine. Tu as été très à l'initiative de différentes démarches à la PHP. Et puis, tu es notre maître de cérémonie, quelque part. Merci beaucoup de nous accueillir. J'en profite pour les différents séminaires. Tu es à chaque fois... un hôte très accueillant et arrangeant pour nos séminaires. Tu veux dire peut-être quelques mots, c'est ça ? Non, simplement que comme ce soir et comme tous les autres soirs, c'est un plaisir de vous avoir ici à Paris Santé Campus. Voilà.
C'est très gentil, c'est réciproque. Et donc, sans tarder, je vais vous laisser la parole. Alors, on a eu une règle, parce que, bon, je sais bien que tout le monde parle anglais, il n'y a pas de souci. Mais comme on avait fait les 9 premiers séminaires en français, on a beaucoup discuté tous les trois pour savoir comment on allait faire pour couper la poire en deux. Et donc, Kitri, très gentiment, vous allez faire un duo. You are going to be together, 50-50 English-French. We will see. And so I pass the floor now for your presentation. Thank you very much. Oh, thank you so much. Thank you. Thank you so much. It's a great pleasure to be here, and I shall start with bonjour, bonsoir. I'm delighted to be here, and I want to thank all the organizer and all the people that were involved in the organization of this amazing event. I think it's very important to start our discussions on mental health and how different countries in an international context were able already to provide accurate predictions and accurate modalities utilizing analytics and interventions for people with a demanding issue, which are mental health as a whole. And today it's a very great pleasure to share the stage with Kitri on this talk on innovative approaches in mental health. And there are a number of Singapore case studies that we are going to present, so very looking forward to discussing this further. And I think, thanks very much, Etienne, for your introduction. There is this very interesting photo because in Singapore, I've been there for about 6 years. And I have to say that I've been very productive from professionally. I work at A-Star, which is an agency working under the Ministry of Trade and Industry. We do high impact work in R&D, but we also work very closely with startup, middle and bigger industry and companies, but also working very closely with government and public agencies. So while we work very hard, we also take time. This is a photo taken by myself. I was running at 6:30 a.m. in one of the most beautiful areas in Singapore. And as already presented, my background is in cognitive neuroscience. My PhD was in the UK, and I was working on computational neuroscience, neuroimaging, and psychiatry. Overall, over these 15 years, my major goal was to impact mental health. And today, it's just amazing to be here and sharing the stage with Kitri. So I'm also looking forward to let her introduce today. Thank you. Ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Et merci Étienne et Antoine pour votre invitation. Je suis très heureuse de pouvoir tisser des liens aujourd'hui entre deux pays qui me sont chers. Donc, comme Étienne le disait, c'est un petit peu un retour aux sources pour moi. Je suis polytechnicienne, mais du siècle dernier, la fin du siècle dernier. Et j'ai une carrière, j'étais à l'international essentiellement depuis, notamment 14 ans à Singapour. Et j'ai une carrière, un parcours dans la santé et le numérique, qui sont deux sujets qui me passionnent à la fois à titre professionnel et personnel, comme on a discuté. Et donc aujourd'hui, je vais apporter un éclairage direct sur la présentation de Serenella, à la fois au travers de mon expérience en tant qu'entreprise privée dans cet écosystème et mes 14 ans de résidente donc à titre personnel. Et donc j'ai la joie de pouvoir apporter la version originale française, ce qui est une petite source de stress pour moi. Et donc je vais vous éviter le style Jean-Claude Van Damme de mes enfants. Voilà, en tout cas, merci, heureuse de pouvoir contribuer à ces réflexions et ces discussions. But before we start, going to the core of it, we'd like to share some interesting facts, Serenella, about Singapore. Absolutely. Yeah, this is an interesting sharing that we want to give to you all. I think all of you know Bill Gates, but you maybe don't know so much about the red dot, the island, Singapore. We have 6 million people, and on that night, Bill Gates, after an amazing philanthropic event, he was taking some, I would say, mental health, like relaxation and mental well-being, break. And as you can see here, he's eating in an enjoyable manner durian, which is a particular fruit that we really enjoy in Singapore. Also chicken rice and satay, and it was very interesting that he was able to
still be there and enjoying his mental, like break with a long queue of people that were watching and staring at him. And it was very like going to every social media. And so it was very nice. This is just for us, a reminder for whenever we feel that we have a very busy schedule. And of course, in Singapore, we know very well how busy life is, to take a break and enjoy our time, either with food or our loved ones. And after sharing with you this, I will say icebreaker, I also want to share the kind of very big challenges that we had in Singapore. Starting from 2012, mental health has been one of the first big concerns in the island. And if you consider only 6 million, but the government has been playing a key part into the implementation and the care that we need to have for citizens. So here you see that it's not only like the #1 health issue in the island, but it's also quite problematic, especially for our youth. 1/3 youth they are suffering from depression, anxiety, and the suicide rates are highly reported, unfortunately. And from the government side, there were a lot of discussions on how impactful was from the economical perspective. So billions of Singapore dollars are spent every year on people that are presenting depression, anxiety, but also the high rates of suicides. And I will say that there was a very big concern also during the pandemic. And I think internationally, even in France, you recognize that there were more cases and more people reporting such demanding symptoms, which can be in general, from depression to anxiety and other big concerns. And what Singapore did, which is really important, that and I hope it's something that can open our discussions on how this could be implemented, maybe in Paris first, and then later in France, in the whole France. In October 2023, and I have to say that Singapore has always a very big pragmatic approach on the biggest concern that we had. Now is the Prime Minister, is Mr. Wong, but at that point was having this amazing discussion on how important was to have mental health as a key priority for understanding and to improve the ecosystem and to also impact the society. And he, at that point, arranged a very big task force at a government level, and they started having a very concrete action. So in Singapore, as always, we have billions of issues, and what are we going to do? Not only from economical impact, but even for the population. And we, back then, 28,000 people were asked to be trained, which is not only in the field of psychology or psychiatry, but even counselors, nurses, and a lot of very important implementation were happening. But Kiteri was there longer than myself, so I'm wondering if she can also share with you her experience back then. Thank you, Serenella. Effectivement, en fait, c'est intéressant de noter qu'on part d'une situation en fait qui est assez difficile. Donc culturellement en Asie, il y a un vrai stigma en fait qui est très fort, encore plus fort qu'ici, sur la santé mentale. Au niveau professionnel, il y a beaucoup de compétitions. Moi, quand je suis arrivée en 2008, c'était encore courant qu'on travaille le samedi matin. On a regardé les études en 2023. 49%, donc près d'un employé sur 2 déclarait être épuisé mentalement et ou physiquement à la fin de sa journée de travail, donc quand même des situations difficiles. Et à l'école, il y a aussi quand même une vraie pression sur la performance. Donc Singapour est connu pour être dans les meilleurs classements de systèmes éducatifs. Mais voilà, moi, mes enfants faisaient des multiplications en maternelle, donc avec des bouliers et des parts de gâteau. Mais c'est vrai qu'on voit quand même une différence. Donc je dirais que l'impact sur la santé mentale, c'est un peu le revers de la médaille de l'excellence singapourienne. Et donc on part sur une situation qui n'était pas du tout idéale en fait en santé mentale. Et sur ce, il y a le Covid, comme Serenella disait, qui est arrivé. Donc en Asie, c'était des restrictions et des confinements qui étaient plus longs et plus difficiles. Donc à Singapour, les frontières ont fermé près de 2 ans. Et donc là, en fait, ça a cristallisé et un peu fait exploser ces problèmes, notamment, comme disait Serenella, au niveau des jeunes.
et avec un système de santé qui n'était pas adapté, enfin saturé, enfin j'ai envie de dire un peu comme partout dans le monde, hein, saturé, pas orienté soins aigus et pas forcément adapté pour les jeunes. Et donc là, à ce moment-là, il y a eu une vraie prise de conscience. Donc évidemment, les gouvernements sont restés assez discrets sur ces chiffres. Mais ils les ont vraiment constatés, écoutés, et ils ont décidé de... C'est là où je trouve que c'est remarquable, c'est qu'ils ont pris le problème à bras-le-corps. Comme disait Serenella, donc toutes les grandes figures politiques, donc ils ont mis cette force de travail. Donc en octobre 2023, ils ont lancé cette nouvelle stratégie de la santé mentale dont on parle aujourd'hui. Et donc toutes les grandes figures politiques se sont vraiment impliquées personnellement. Et deux choses qu'on peut retenir dessus, c'est la première, c'est l'approche systémique et la collaboration intersectorielle. Donc, quand on parle de santé mentale, dans la stratégie, on ne parle pas de transformer il y a beaucoup de gens dans les hôpitaux, c'est pas que transformer le système de soins, c'est comment on intervient au niveau des écoles, dans les domaines professionnels, au niveau de la recherche, de l'innovation, dans ce qui sont les centres de proximité, les community centers, donc proches, je dirais près des mairies ou des communes. Donc c'est vraiment toute cette approche intersectorielle et systémique qui est vraiment importante, parce qu'on ne va pas régler le problème de la santé mentale en améliorant simplement ou juste le système de soins, j'ai envie de dire, même si évidemment c'est clé dedans. Donc vraiment d'avoir ça. Et l'autre, je trouve, approche intéressante, c'est le côté très pragmatique, comme disait Serenella, et avec l'utilisation du numérique. Donc, ils ont fait cette task force sur 2 ans. Il y a des objectifs très concrets, très précis à atteindre d'ici 2030. Voilà, tout est bien détaillé, bien souligné. Et comme je disais, on va détailler un peu plus loin. Il y a une très forte. Ils ont vraiment décidé c'était le bon timing aussi ils ont décidé de capitaliser sur toutes les opportunités qu'apportait le numérique et le digital. Donc voilà pour le contexte. Et donc cette stratégie, elle est basée au cœur de cette stratégie. Il y a ce qu'on appelle le Step Care Model. And so Serenella, at the heart of Singapore strategy is this Step Care Model. Would you like to share a bit more on how they've approached and how they designed their own Step Care Model in Singapore? Absolutely, delighted to do that. Yeah, this is a very important model that I have been using since these issues that Kiteri was also describing to you. And the pragmatic approach has been always very efficient and very effective in Singapore. As you can see here, we have 4 different tiers. And importantly, and I think it's something that it's always for all of us a reminder, the tier 1 is mainly like promotion and basic questions on how basically you feel on a daily basis. How do you feel? Are you able to regulate your emotions? Are you able to cope well with adversities, with stress? So for tier 1 is healthy people that are becoming more aware of their mental health and well-being status. And there isn't really much intervention and strategic and pragmatic approach to utilize for tier 1, but starting from tier 2 to tier 4. So for people who have for tier 2 low symptoms, which means that could have some anxiety or some depression symptoms, but in a very low manner. These people are functionally going to work. They are functionally living a healthy life. In that case, there are some intervention or strategies which are described as mindfulness or having more physical activity or even other treatment modalities that the Singapore ecosystems is offering very effectively. For tier 3 and tier 4, then this is for people who have already received a diagnosis for psychiatry disorders, and there are already interventions in place which can be pharmacological or behavioral, like cognitive behavioral therapy or other modalities. But in that case, the citizen knows already that has a doctor, has a neurologist, has someone who have a medical background or a psychological background, and they can offer support and intervention strategies. For tier 4, we have the individuals who have either been on treatments for many years and they require more assistance. So this is just to give you an understanding of how mental health is under a long continuum
And for each step, the Singapore government is already offering strategies for all these people. And as Criterion has a wonderful international experience, I'm wondering if you can also share with them your broad international view on the self-care model. Thank you. Thank you, Serena. So, donc sur la gauche, c'est le modèle singapourien, et là, c'est un des modèles, c'est d'ailleurs en Angleterre, de modèles internationaux. Donc le Step Care model a été discuté dans un certain nombre de pays. D'ailleurs, je crois qu'il y a quelques discussions en France, mais on va dire qu'il est au cœur de la stratégie dans le monde, en Australie, en Angleterre et au Canada. Et donc, les principes clés de ce Step Care model, c'est tout d'abord d'offrir une très riche et large palette de choix, sans caricaturer. L'idée, c'est pas de faire juste de l'information assez basique et ensuite de la thérapie. C'est comment on ouvre l'éventail, et notamment comment on intègre des programmes père aidant qui sont souvent très efficaces, des thérapies de groupe, évidemment aussi toutes les thérapies numériques, qu'elles soient hybrides ou complètement numériques, le coaching, à Singapour notamment le coaching par WhatsApp chez les jeunes devient très populaire. Donc, c'est comment on a un choix plus large. Donc, c'est le premier aspect. Le deuxième principe clé du Step Care Model, c'est qu'on essaye de toujours prioriser l'intervention la plus légère en premier. Évidemment, c'est moins stigmatisant, moins coûteux, etc. Mais on va toujours essayer, par rapport aux besoins de la personne, de viser quelque chose de plus bas. Le troisième point clé, c'est ce qu'on appelle une autre dimension qui a été rajoutée, qui est sur la readiness. Et ça, c'est un concept important en santé mentale, de dire qu'est-ce que la personne, elle est prête et ouverte à faire. En santé physique, on va généralement regarder la sévérité des symptômes. Et en santé mentale, c'est tout aussi important de regarder qu'est-ce que la personne, elle est prête. Si elle n'a pas envie de voir un psy, on ne va pas forcer un âne qui n'a pas soif à boire. Et donc, c'est assez délicat. Il faut un peu jouer sur ces deux dimensions, entre la préférence des gens, ce qu'ils sont ouverts à faire, et bien évidemment, tout en prenant en compte la sévérité des symptômes. Et enfin, donc c'est cette ouverture de ce à quoi on est prêt. Et enfin, le dernier point, c'est, je dirais, la flexibilité et l'adaptabilité du modèle. Puisque là, on est dans un modèle qui est donc plus riche, plus large. Et surtout, comme on disait, on va commencer par prioriser une intervention légère. Et donc, il faut être assez fluide si jamais les symptômes s'escaladent. Fluide aussi avec la vie, parce qu'on sait que on est rarement tous toujours dans le cadran de tout va bien, un décès, un divorce, etc. Et donc, vraiment d'avoir cet aspect dynamique et fluide par rapport à l'ensemble. En fait, ça ce continuum et ce spectre de soins. Après, juste un dernier commentaire par rapport à ce qu'on disait sur l'aspect pragmatique. Donc, Singapour, ils ont eu ça, ils se disent oulala, un petit peu compliqué. On va commencer très pragmatique, très singapourien, avec quatre piliers. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'ils vont. On va commencer de bien le délivrer. Certainement que ça va évoluer dans le futur. Mais bon, il y a plusieurs manières et puis je pense qu'après en France, on veut réfléchir à ça. Il y a plusieurs manières de l'approcher. Donc ça, c'est pour on va dire un peu la théorie entre le contexte et l'approche de cette stratégie. Now, Serena would like to share some more concrete example, what has really walked the talk, what has been really implemented in Singapore since the launch in 2023. Yeah, absolutely wonderful. It's a great pleasure to start with the schools, I think, and there are many people here that might have that they might have old students. Oh, really? Yeah. So there are a lot of people here with their children that are attending schools, and in Singapore, one first way to implement what we say has been mostly pragmatic and very concrete in their approach is the integration with mental health tools in schools, and I have to say that the ministry are doing a great job. It's in this case, it's the Ministry of Education. Very importantly, as I shared earlier, there are not very good statistics in terms of our youth. So 1 of 3 youth are reporting mental health issues.
And to respond to this big concern, there were multiple ways that Singapore attacked, in a way, in a concrete manner. In the first instance, there was an important course that it was launched and started to become very productive and very helpful for the students. Was a resilience course. I think this is something that we discussed with Kuteri, is something very good that in every country can be implemented very nicely. I think we know very well how our children experiencing high demands in terms of their education, and sometimes they don't have the tools to cope with the adversities, but even the challenges of studying hard and also training hard on all these demands. Maybe having some very specific tools on how to cope with those challenges, it was a very good feedback. And starting from there, then later in every curriculum they are providing mental health support and understanding of the basic symptoms. And it's not only the children, but even the teachers. They know exactly how to recognize the students from the classroom in case any abnormalities is present. And I'm sure that when you're sending your kids to school, you also want to know that they are living in a safe and healthy environment. And that's a very concrete examples on how the Singapore ecosystem is coping with those. I think overall, I have to say I'm not a student, but I'm working for a government agency. I'm also a wellness ambassador. Even at the school level, there were more than 90,000 ambassadors that were training mental health. So this is just very concrete examples on how little can be done and how things can be happening very quickly in many contexts, and in this case in the school. But to move forward, then I also want to share with you that I think you know very well that Asia has been considered very highly in terms of technological developments and innovations from a more, I will say, computational horizon. And I'm at the Institute of High Performance Computing, so who else can share with you these very amazing endeavors? And in this context, MindLine, Singapore is a unique point of entry for all the 6 million citizens in Singapore. So you need to think that you are at home, you are experiencing whatever you are experiencing, which can be maybe you're wondering how your kid or your daughter is coping with something that is experiencing during the period, and you have a tool, you have something that could be you can access from a website or from your phone, and you can really question about many different things. So this is overall this amazing project that MindLine is offering, and it's not just one agency, there are 4. I mean, there are many people working on this. And the first 2 years, I think we have to be very delighted about it, because there were more than 447 individuals that were visiting the website, the app, and they were looking out to improve their mental health understanding and awareness and insights, right? But after these 2 years, actually 77% or even more, even nowadays they say 72, but I'm not sure. The ones who are visitors of MindLine, they're actually visiting even more. That means that when people are aware about their symptoms, they want to know more and they want to be aware about many other different aspects. So overall, this is a great program because it's not only giving you an example of how digital innovation can achieve the citizen in such a fast manner, but it's also reducing the stigma, which I have to be very honest, when I arrived in Singapore, everyone after my PhD in mental health and also in psychiatry, they were like, why are you here in Singapore? And I answer, if this is a stigmatized topic, maybe in the next years will not be the case. And now I'm here talking about it. So it's a great pleasure to share all of this with you. And going through another amazing third example, and this is again another way of how pragmatic Singapore is. This is a wonderful program. It's already successfully achieved by KKH, which is Women's and Children Hospital. And
In this case, the hospital is already integrating mental health support for, right now, pediatricians at the polyclinics level, but the goal is to train more than 400 GPs, general practitioners, with mental health tools. And if I can share with you in a concrete manner, even you in Paris, you can go to the GP and share whatever is happening in your life. And you can imagine that, like, you have a GP that is actually aware of what kind of symptoms you are experiencing right now. And so for this goal, right now, is to already be successful in KKH. We are already at the polyclinics, but we are also moving to GP training and mastery of mental health tools. Right now, at this stage, the pediatricians are equipped with understanding mild and moderate mental health symptoms. But in the future, as Kiteri was sharing earlier, the community setting will be actually the end goal. And also, I'm very delighted to share another example. I'm collaborating with the team. We already published top papers in the area. The digitalization and the opportunity to link your, it's very passive monitoring, right? So I don't know how many of you, I'm not gonna ask how many of you have a smartwatch, but I have actually. And it's fascinating because you can track not only your sleep, and how well you're sleeping. Also, if you're training and if you're running or going for any physical activity, this is also a data that has been collected very efficiently, and heart rate and other very important tools. So for the HOPES program, the integration of mental health tools are not only going to the polyclinics, but even in the community. And how this is happening is very fascinating, because all the data that is acquired through the smartwatch are then stored in a cloud online, and this data has been very nicely linked with the R&D team, with the clinics, and all of them are doing a great amount of work. Right now, we're looking to provide better analytics, better tools to track and to see not only the patients who have received a diagnosis, but even the high-risk population. So people that have already not gone through all the assessment that clinically people are usually doing for these issues. But we also want to monitor people that might also in the future have any illness like that. And I think this is an amazing example on how computational approaches can be predictive, accurate, but even preventative in any case of medicine. And hopefully this will be the case even for mental health and psychiatry. And lastly, because this is something that I've been doing during my PhD and all my work, I have to say I'm very lucky, because I've been starting doing this work 15 years ago and I'm still doing it. So it's just an example on how neuroimaging and digital biomarker, but even specific biological markers can be informative of mental health conditions. And we publish in the top journals, which is Brain, for this paper. So we were able to make an accurate diagnosis at an individual manner. So meaning only one MRI scan was predictive of depression, schizophrenia, and even other, because we publish other articles. And for neuroimaging, you need to imagine that we had predictions on the structural MRI, which means basically your neurons and your level of activity that is present even on other modalities that we were looking at. So for the structural MRI, we had an accuracy that was higher than 90%. You have to expect that this is very high. And for the functional MRI, we were also able to make an accurate diagnosis for depression with an accuracy that was higher than 90%. And these are predictions, so that means that these brains are already receiving a diagnosis. The future is moving to the direction that we don't need to have a diagnosis. We want to have a better understanding of how the brain anatomical pathways are for people with psychiatric conditions. And lastly, here, before making a nice summary of the amazing work that started since October 2023, and it's still ongoing. We're here, and I want to say that overall the developments, the workforce has been already changing completely. So if you consider with the example of the KKH, the GPs, the training, the amount of information that practitioners are having with mental health is already enormous.
And if you look at the infrastructure and access, you have to think about Mindline, all the visitors that are better aware about the mental health status, and also the future digitalization towards this direction is very amazing. And if we think about prevention, intervention, it's also something that the data and the statistics are providing us better tools on how accurately we can assess the patients, in a very remote manner. So we just need passive monitoring, but we can also intervene very fastly with triaging and with also online opportunity with accessing our doctors and the people that can treat in the case of mental health conditions. And lastly, because governance, as explained in the first slide with Mr. Wong, and the funding are crucial because we need to do a lot of work in terms of the R&D, the support, the data collection, the initiatives that we are having, which are enormous in Singapore in the field of brain and body. And in this context, I also would like to ask Quittery if she has any comments on these concrete case examples and also the specific key achievements that Singapore has had in these years. Thank you. Donc je vais concourir avec ce qu'a dit Serenella. C'est vrai que nous, en 1 an et demi, on a vu une différence énorme pour l'entreprise en termes de demande, de la manière dont toute la santé mentale est vue et appréhendée. Et par rapport à l'ensemble des exemples qu'on a vus, ces concrets d'innovation qui sont toujours en cours, je voulais mettre la lumière sur 3 aspects. Le premier, c'est, on en parlait beaucoup avec Étienne, comment on va rééquilibrer les forces et les ressources entre ce qui est prévention et ce qui est clinique. Comment on va réallouer ça de manière plus harmonieuse sur tout le spectre et comment évidemment on donne une part un peu plus belle à la prévention et aux interventions légères. Les études récentes montre que les interventions les plus efficaces sont souvent les interventions qui sont brèves, locales, par du personnel pas forcément spécialisé, plutôt généraliste de type infirmière, sage-femme, etc., ou généraliste, et de manière collaborative. Si on prend, il y a une publication d'ailleurs de Nature récente, je crois, sur la partie sur la dépression périnatale, où il s'est rendu compte qu'en fait un soin très rapide, une intervention légère par typiquement une sage-femme, étaient des interventions qui étaient très efficaces bien sûr, en plus d'être moins onéreuses et moins stigmatisantes. Donc pour donner un chiffre, Étienne nous a donné des chiffres, un chiffre concret, avant cette nouvelle stratégie, 2/3 du budget de la santé mentale à Singapour était associé donc aux soins psychiatriques. Et maintenant, là, ils visent à faire, donc vous vous souvenez du tir 1 et 2, ça vise d'être à 50% tir 1 et 2 et 50% tir 3 et 4. Donc ça fait un énorme rééquilibrage sur ce spectre et qui va redonner encore des belles ressources pour la prévention. Donc c'est le premier aspect de ce rééquilibrage avec notamment la prévention. Le deuxième point, je trouve important, et qui est assez universel également, c'est le besoin d'intégrer la santé mentale, de ne pas parquer les fous. C'est pas très politiquement correct ce que je dis. Et donc d'intégrer la santé mentale et la santé physique, parce qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. Et puis on connaît les taux de comorbidité très importants entre santé mentale et santé physique. Donc pour la petite histoire, le centre tertiaire de Singapour, AMH, il est historiquement très très loin, pas loin de la jungle, et personne ne veut habiter à côté, et donc c'est le même problème partout. Et donc il y a cette vraie volonté donc de le réintégrer à la fois donc santé mentale, santé physique, de réintégrer, comme disait Serenella, en médecine générale et en pédiatrie. Donc ça fait partie de la médecine globale. De le réintégrer aussi dans les centres de proximité, donc de réintégrer dans la communauté, donc comment dans les écoles, que ce soit avec, en fait, ça devienne quelque chose qui fait partie de la vie de chacun. Donc il y avait une conférence sur Mental Health Asia il n'y a pas longtemps et des publications quand il y avait sur l'innovation. C'était intéressant de noter que 71% de l'innovation en Asie du Sud-Est en santé mentale, elle vient des établissements non médicaux.
en fait. Et donc, c'est pas fait dans l'hôpital. Donc, c'est dans les écoles, au travail, etc. Et donc, c'est intéressant, voilà, d'avoir cette approche intégrative. Et le troisième point important, je trouve, qu'on voit en fil conducteur de ligne directrice de tous ces exemples, c'est les opportunités massives, évidemment un peu biaisées ici, les opportunités massives du numérique et du digital. Et donc ça, ils ont vraiment essayé de pousser ça au maximum. Donc évidemment, dans la formation, notamment la formation continue, et puis comment, typiquement elle m'expliquait les pédiatres, beaucoup de ça est digitalisé pour la formation, pour le suivi, les détections, surtout quand on a les suivis, c'est intéressant sur les suivis longitudinaux. Intéressant aussi sur la personnalisation à la fois de l'intervention, du soin et du parcours de la santé. Numérique aussi, on est passé sur les thérapies numériques. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup sur Mindline aussi, sur la plateforme. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment comment on peut au maximum... thérapie numérique, c'est quand on est soigné digitalement. Donc on n'est pas en train de, c'est un niveau au-dessus de la la télésurveillance ou d'être en visioconférence avec son médecin. Donc dans la santé mentale, on a ce qu'on appelle c'est la TCC. Et donc du coup, typiquement, c'est des modules où on va travailler, par exemple, si c'est dans la dépression, sur ces troubles, les pensées dépressives qu'on a. On va faire des exercices comportementaux, on va essayer de reformuler ces pensées, on va identifier ce qui les déclenche. Et donc typiquement, ça, c'est des exercices qu'on peut faire digitalement, en fait, des choses qui vont traquer, qui vont proposer, qui vont donner un petit peu de journaling, etc. Donc c'est comment se soigner numériquement. Et donc nous, on l'a beaucoup développé, notamment en subclinical, en prévention ou même en plus que prévention, parce que je digresse un peu, mais en santé mentale, dans le monde, il y a en moyenne 15 ans entre début des symptômes et une prise en charge spécialisée, ce qui est énorme. Et là, récemment, aux États-Unis, qui est le pays le plus équipé, ils ont publié, c'était 11 ans. Donc, du coup, en fait, il y a un énorme champ, en fait, où on n'est pas encore en clinique et où il y a plein d'opportunités. Donc voilà, donc c'est ça. Et en clinique, nous, on fait que du soin hybride. Parce que du coup, l'idée, c'est que dès que c'est plus sévère, on a besoin d'avoir une supervision, besoin de plus personnalisé, de suivre et voilà, et de s'assurer de la qualité du soin. Mais sur les thérapies numériques TCC, on permet une productivité de 3 à 10. Donc en fait, c'est-à-dire que le clinicien peut faire 3 à 10 fois plus de patients dans le même temps pour le même niveau d'efficacité. Donc voilà pour les lignes directrices, ces 3 lignes directrices de ces stratégies. Mais tout ça n'a bien sûr pas été un long fleuve tranquille, et n'est toujours pas d'ailleurs un long fleuve tranquille. And so, Serena, would you like to share on the challenges which Singapore has faced and is still facing on those initiatives and this task force? Yeah, absolutely. Yeah, so how the Singapore ecosystem is trying to, I will say, balance. Balance is the right way to tackle those challenges. As in the example that I was sharing earlier, there are multiple agencies that are working on these endeavors. And even if you consider in a very concrete manner, if we talk about research, not even going into the public agencies, but even in projects. And I'm one of the director of the Brain Body Initiative, and we not only work in ASTAR, but we work with a number of other public agencies in Singapore. And if you think about how are we gonna share those data, is something that we still have to discuss further. But one way of implementing this like balance between centralizing and decentralize our data and the sharing is first of all to think about safe haven or way to maintain and keep the ethical and the anonymization in the requirement that is, you know, we need to have to in order to do the research and the analytics and all the work that we need to do. But on the same side, we also need to have a collaborative approach in everything we do. And if we think about decentralizing and sharing the data with other key partners within the ecosystem, cooperation is the key. We not only need to be pragmatic and
try to do our projects as fast as possible with the highest accuracy and rigor from the ethics. And I'm sure that here doctors and psychologists know how hard it is to collect the data from patients. So we need to maintain and keep the rigor in a very high manner, but at the same time collaborate and share the data in a diligent manner. And because of this amazing opportunity to, within the Singapore ecosystem, I'm here to share this example. I have to say that the relationship between the Institute of Higher Learning, which are the academics, as well as the companies and also the public agency, the government people is very amazing. I have to be very honest. We have interactions, we have discussions, and I hear that even here in France, as it is in Italy, from where I'm from, we really like to discuss as much as possible about the future opportunities, the future availability for us to optimally integrate something that is can be good for our citizens. And yeah, so Singapore is a key example on these endeavors. We as researchers, scientists, we want to coordinate and collaborate with government and public agencies as much as possible, because they are on the ground of the understanding of how the citizen and what the citizen needs, in terms of the biggest priority. But we also need to work very closely with industry partners. And as you heard from the beginning, COA and Qtari, we had those discussions, and I was at A*STAR, right? So this is another example on how these opportunities to create the ecosystem in order to provide something that could be tangible and concrete. And in these terms, I talk about product development, the opportunity from us as R&D players to provide something that could be implemented and scalable, not only in the island of 6 million, but all over the world, right? And I hope this approach, which is systemic, pragmatic, and cooperative, is another way for us to build bridges between Singapore and France. Very looking forward for that. But I'm sure that, Qtari, what is your view about these challenges, since you were on the ground and you were seeing exactly what was happening? Thank you. Donc effectivement, comme Sarah dit, il y a beaucoup de difficultés, et c'est normal, et je pense que maintenant à ce stade vous allez tous vous poser la question, oui, mais est-ce que c'est bien joli tout ça, mais est-ce que ça pourra être appliqué en France? Et donc là, évidemment, on ne peut pas, comme on discutait avant, on ne peut pas copier-coller toutes les initiatives. En revanche, je pense qu'on peut revenir à l'esprit en fait, de ce qui a été fait, et de réfléchir comment ça peut être traduit. Donc si on reprend les exemples qui ont été cités, dans les écoles, par exemple, donc, ça fait partie de la matière qui s'appelle développement personnel et éducation civique, quelque chose comme ça. Et donc dedans, maintenant, il y a des cours de la primaire jusqu'à l'université. Chaque année, ils ont des cours sur la santé mentale, la résilience, etc. Donc ça, comment on pourrait imaginer ça en France? Je pense que si on a envie de changer quelque chose, voilà, c'est designer un cours, etc. Faut réfléchir à comment on peut mettre ça en place dans les écoles. Pour Mindline, qui est donc la plateforme unique, je pense qu'on n'est pas à court d'ingénieurs brillants en France. Donc comment on peut mettre ça en place? Alors évidemment, ça serait peut-être pas exactement la même chose. Je pense qu'en France, il faudrait certainement un modèle un peu plus ouvert, peut-être un peu en mode open source par rapport à ça, et de voir comment on pourrait le mettre en place. Mais c'est aussi quelque chose qui est pas, je pense qui est quand même quelque chose qui est faisable et réaliste. L'exemple également en fait, de la partie de la médecine générale, donc que ce soit les médecins généralistes ou les pédiatres, qui est une formation, enfin, qui fait partie de la formation continue, avec des choses qui peuvent être faites soit digitalement ou en ligne. C'est pas non plus, voilà, je pense que c'est des choses, comment on peut arriver à ça, et je pense qu'il faut regarder le truc sans copier-coller, comment essayer de voir comment ça peut être traduit et comment ça peut être rendu, plutôt que de voir tout ce qui ne va pas marcher. de voir comment ça peut être rendu possible dans un contexte français.
Et donc, par rapport à ça, peut-être un dernier commentaire. Pour moi, l'approche, donc là, on a vu que c'était une approche vraiment systémique. Et l'essence de l'approche systémique, c'est que voilà, qu'on est tous concernés quelque part, que c'est pas le point de vue, ça doit être le gouvernement ou le système de santé ou bon, peu importe. C'est comment on peut tous jouer un rôle là-dedans. Car je vais réussir à en placer un. Car charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc voilà, je vous encourage donc à tous réfléchir aujourd'hui dans votre périmètre professionnel ou personnel. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire changer les choses et essayer de faire avancer le sujet. C'est pas en se disant c'est pas moi et c'est les autres. Voilà, c'est de dire comment à son échelle chacun est sur son périmètre, que chacun peut implémenter des choses. Et je pense qu'il y a plein d'innovations, plein de talents en France et de rendre ça possible. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, Serena, would you like to share some closing thoughts on this presentation? Yeah, absolutely. Yeah, it's very important we were discussing about building bridges and not more than today with the current political situation. We really want to build as many bridges as possible. And I hope that this is already a good starting point for fostering those discussions. I'm actually just back from a wonderful opportunity of engaging with the same endeavors in Italy. So I hope it's the same. As you can see here, we have the Singapore flag on the left and the French flag on the right. We are, of course, looking forward to learn from each other, right? You also in France have already established and done an amazing amount of work. But of course, in Singapore, it's not just us, from ISTAR, but there are a lot of other people. Our hope and our goal is to bring together all our friends, because we do a lot of work together. From, of course, the Institute of Mental Health, because they are the key players who are working in a concrete manner with the patients and also the professionals in the horizon. But also we have already started the engagement with the National University Hospital, which is very close to my workplace in ISTAR. And of course, in terms of agencies, we have the Ministry of Health, the Ministry of Health and Transformation, and we also have other wonderful colleagues at the different Institute of Higher Learning, not only NUS, but NTU and even Duke NUS, and Anne-Claire in this particular, she's doing a great amount of work in mental health. Of course, other hospitals like Sing Health, they're trying to bring all together these opportunities to collaborate and cooperate in this field. So, we're really looking forward to collaborating with you, and we are here only to learn and to see what we could share with you in terms of what we, work hard in Singapore and bring it here to potentially to France, but also have people that can come here for a visiting period, like 3 months, 4 months, can be students, can be professionals, and you're very welcome to come and try the durian that also Bill Gates was enjoying a few days ago. And yeah, having said that, I really would like to thank you all for your attention and looking forward to those discussions. Thank you. J'ai compris qu'on était invité à Singapour. Mais pour commencer à construire The Bridge, je vais évidemment me tourner tout de suite vers Antoine, parce que tu es vraiment une des personnes de la situation, en fait, parce que tu es sur le sujet, ça te permet d'avoir toute la connaissance par rapport à ce que tu connais sur le Paris Santé Campus et toutes les startups dans santé mentale, l'écosystème. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir ton point de vue sur ce que tu ressens et puis le transfert, et puis évidemment si tu as envie de poser des questions. Merci. Ma première question, ce serait: Is it okay if I speak French? Absolutely. Yeah, okay. Plusieurs réactions. D'abord sur le constat. En fait, on partage beaucoup d'éléments en commun
sur le constat de l'enjeu de la santé mentale et dans ces éléments, notamment un certain nombre de chiffres. Je rappelle en France qu'une personne sur 4 sera confrontée au cours de sa vie à des enjeux autour de la santé mentale et qu'environ 13 millions de personnes souffrent de troubles anxio-dépressifs ou de pathologies psychotiques. Donc c'est vraiment un enjeu de santé publique très fort. Parmi ces statistiques, on sait aussi qu'il y a des groupes qui sont plus spécifiquement exposés, notamment les jeunes, notamment les femmes qui sont jeunes, et puis les personnes précaires. Et donc ça revêt aussi un élément qui recoupe sur ce qu'on appelle les inégalités sociales et qui est un vecteur très fort. Donc ça, c'est des premiers éléments épidémiologiques. Et finalement, dans les proportions, on retrouve à peu près les mêmes choses, à quelques éléments près, évidemment, avec des différences culturelles, sociales, etc., avec Singapour. Parmi les spécificités, c'est aussi les impacts sanitaires ou médico-économiques. Notamment en France, on sait grâce à la CNAM, son directeur général était là tout à l'heure, à cette place d'ailleurs, qu'aujourd'hui la consommation de psychotropes, c'est un des plus gros postes de dépenses de l'assurance maladie, c'est 23,4 milliards d'euros annuels. Et quand on regarde l'impact plus large, parce qu'il n'est pas uniquement sanitaire, de la santé mentale, on a des estimations qui tournent autour de l'ordre de 80 milliards d'euros sur les troubles qui sont liés de près ou de loin à la santé mentale. Donc quelques chiffres pour remettre un peu les choses en perspective et finalement mettre en avant que c'est un enjeu qu'on partage évidemment en France également avec Singapour. Dans des éléments plus contextuels, c'est intéressant, ça a été dit tout à l'heure, de comprendre pourquoi est-ce que les choses viennent peut-être un peu plus sur le devant de la scène aujourd'hui. Il y a à la fois une volonté de prendre en compte et de prendre à bras-le-corps le sujet, avec notamment en France une grande cause nationale qui a été mise en place par un ancien Premier ministre et qui est évidemment suivie, des actions gouvernementales qui sont très fortes, je en dirai un petit mot tout à l'heure. Mais au-delà de cette volonté vraiment d'avoir une action forte sur le système qui commence par en parler et par déstigmatiser, il y a aussi des réalités épidémiologiques qui évoluent. Et finalement, on se retrouve dans un système qui était globalement en tension avant l'épidémie de Covid, à avoir une deuxième épidémie, ou une troisième si on compte d'autres pathologies qui ont eu des retards de prise en charge pendant le Covid, notamment le cancer. Et donc à cette épidémie infectieuse s'ajoute une épidémie qui a commencé pendant le Covid, des enjeux de santé mentale et qui se poursuit aujourd'hui et qui démasque finalement un certain nombre de difficultés de prise en charge, d'organisation, de dépistage du système, et qui vient de la même façon que le nombre de personnes qui ont été atteintes du Covid est venu saturer l'offre de soins en France pendant un temps, qui vient saturer et déséquilibrer justement la réponse sanitaire que la France peut mettre en place par rapport à ces sujets-là. Et donc c'est ça qui est en train de se passer, en plus évidemment de la volonté justement de mettre en avant de façon plus forte ces sujets. Pour l'expliquer avec quelques chiffres, puisque Étienne aime bien les chiffres, on estime par exemple que les troubles anxio-dépressifs ont doublé entre maintenant et puis le Covid. C'était environ 10% de la population, c'est monté à quasiment 19% aujourd'hui. On n'a pas d'évolution du nombre de suicides, le taux est resté relativement stable. Par contre, on a une évolution très forte de la déclaration et des idées suicidaires. Et puis il y a une hausse très forte également, les personnes qui sont dans la salle et qui travaillent dans les environnements psychiatrie et santé mentale pourront vous le dire, du nombre de consultations et notamment de consultations en urgence. Donc tout ça, c'est des éléments qui démasquent finalement cet impact qu'a eu l'épidémie et qui vient aussi mettre en difficulté nos capacités de réponse, comme je le disais. Là aussi, deux éléments qui vont converger pour examiner les réponses que vous avez mises en avant, notamment à l'échelle de Singapour. C'est à la fois comment utiliser l'innovation comme un outil qui permet de répondre à ces enjeux et comment résoudre un certain nombre de
d'enjeux, de failles, de saturation ou de difficultés de réponse du système, avec des outils qui nous permettent justement de faire avec ce qu'on a, parce qu'on sait que quand on veut former des médecins, c'est 10 à 15 ans, quand on veut former des infirmiers, c'est 3 à 5 ans, et quand on veut former des personnes de façon plus générale pour prendre en charge ce type de dispositif, de personnes de difficultés, pardon, c'est un temps qui est pas négligeable. Donc là-dessus, évidemment, vous me retrouverez sur les outils numériques. C'est un petit peu le cœur de ce qu'on fait ici, qui vont avoir un impact à différents niveaux. À la fois dans la détection des troubles ou des pathologies de santé mentale. Et donc, il y a une partie dépistage, une partie diagnostic que je différencie. Il y a évidemment une partie traitement et puis une partie suivi. Et si on considère qu'aujourd'hui, on est dans une situation de relative saturation, ça me permet d'ouvrir le propos vers un enjeu qui est fort, qui est la prévention. C'est comment est-ce qu'on fait, au-delà de traiter l'épidémie, c'est-à-dire le surplus de patients qu'on doit prendre en charge, pour dégager des initiatives et des stratégies qui nous permettent, une fois qu'on les a traités, de reprendre complètement la main et d'avoir des actions qui sont bien plus anticipatives et qui dépassent le sujet purement médical ou sanitaire, parce que c'est un sujet de société. Et donc là-dessus, alors, si on sort du sujet santé mentale, aujourd'hui, pour vous donner une petite idée de la segmentation de notre système de santé sur le soin, 80% des dépenses aujourd'hui sont des dépenses de soins. Et 2%, 2 à 3%, sur les chiffres qu'on a discutés ce matin, sont des dépenses de prévention. Donc évidemment, tous les soins ne concernent pas uniquement la santé mentale, toutes les initiatives de prévention ne concernent pas uniquement la santé mentale, mais on voit très bien dans le balancier et le déséquilibre qu'il y a aujourd'hui d'un système qui est extrêmement centré sur le soin, comment est-ce qu'on doit rééquilibrer justement vers des enjeux de prévention, avec là aussi des chiffres qui ne sont pas uniquement sur la santé mentale, mais des impacts qui sont très forts. 1 euro investi en prévention peut ramener jusqu'à 14 euros de façon globale. Ce sont des chiffres d'études qui ont été mises en place à l'échelle européenne. Donc, au-delà de dégager des moyens, des outils, des actions coordonnées, parce que c'est évidemment un élément important qui vont permettre de résoudre l'épidémie qu'on voit aujourd'hui. Il y a aussi la question de comment est-ce qu'on va vers des outils qui nous permettent d'avoir beaucoup plus de prévention. Dans les outils numériques, alors, il y en a beaucoup. Il y a plusieurs éléments qui me semblent importants. On va pouvoir lister plein d'applications, plein de plateformes, plein d'éléments d'assistance, d'aide au diagnostic, à la décision, etc. Un des maîtres mots, c'est ce qu'on a toujours fait dans la santé, c'est l'évaluation et l'évaluation avec l'expérimentation. Donc, une des clés, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir évaluer ces dispositifs dans la prise en charge de ces pathologies, le suivi, etc., soit dans des études de comparaison, de supériorité, etc., avec à la fois des stratégies basées sur la donnée et puis assez vite aussi des stratégies basées sur l'utilisation d'algorithmes, qui vont être des vraies clés pour pouvoir résoudre ces sujets-là. Alors, sans forcément rentrer dans tous les exemples, mais pour vous donner peut-être quelques grandes catégories d'impact de ces outils numériques, vous avez cité tout à l'heure les téléconsultations. Il y a évidemment des applications de soutien ou de télésurveillance. Il y a des thérapies digitales qui sont en cours d'évaluation. Il y a beaucoup d'outils conversationnels dont on voit le lien qu'ils peuvent créer de façon très intéressante avec un certain nombre d'algorithmes et des études publiées notamment sur le caractère empathique finalement de certains algorithmes. Et puis il y a des programmes de prévention en ligne, et puis il y a quelques initiatives très intéressantes qui utilisent la technologie et l'innovation. Et je voudrais citer notamment un programme qui a d'ailleurs fait l'objet d'une publication récente dans Brain Research, qui est issu de l'étage du dessus en collaboration avec des cliniciens de Sainte-Anne, et qui montre comment est-ce qu'on peut utiliser des ultrasons pour stimuler de façon sélective des zones cérébrales dans le traitement des syndromes dépressifs résistants. Donc des thérapies non invasives, non médicamenteuses, qui sont tout à fait prometteuses dans ce type d'approche.
Donc voilà peut-être une liste intéressante. Là aussi, donc côté données, côté intelligence artificielle, l'utilisation de biomarqueurs de la voix qui sont particulièrement prometteurs également pour détecter ou dépister facilement un certain nombre de pathologies. Et puis évidemment, je ne l'ai pas mentionné, mais vous l'avez bien compris, tout le travail qu'on peut faire de façon épidémiologique sur la collection, l'analyse et puis l'exploitation de données autour de la santé mentale. Donc ça fait beaucoup de pistes et de promesses. Un des enjeux, au-delà de l'évaluation dont j'ai parlé, c'est de voir comment est-ce qu'on peut mettre en place des actions qui sont coordonnées. Et là aussi, le lien qu'on va faire entre des ingénieurs ou des innovateurs, qu'ils soient chercheurs ou entrepreneurs qui vont mettre en place des solutions, des soignants ou des cliniciens qui vont pouvoir les tester, des personnalités qui vont définir des politiques publiques, et puis la société dans son ensemble qui doit comprendre, s'approprier, s'informer sur ces outils. Finalement, c'est créer des carrefours d'échange qui permettent d'arriver à tester rapidement et puis facilement ces applications. Donc c'est ce sur quoi aujourd'hui je vois beaucoup d'engagement de la part d'un certain nombre d'acteurs français, et c'est une très bonne chose, le fait qu'on ait mis en avant ce sujet comme une cause importante et qui permet justement d'avancer dans ces deux domaines, à la fois prendre en charge ce qui existe aujourd'hui et puis dégager des actions de prévention. Là aussi, on a dans la salle, je l'ai aperçu tout à l'heure, Angèle, qui pilote une partie de ces réflexions et de ces actions pour le gouvernement. Donc il y a un certain nombre de dispositifs, à la fois de délégués interministériels et puis de projets spécifiques sur la prise en charge de la santé mentale qui sont lancés pour pouvoir répondre à ces sujets-là. Et peut-être un dernier petit point avant de te rendre la parole. Pour moi, la santé mentale, alors tout le monde va se représenter les choses dans un hôpital psychiatrique, dans des secteurs fermés, etc. Pour moi, la santé mentale, c'est avant tout les sujets qu'on va pouvoir traiter dans l'environnement de chacun. Pour les plus jeunes, c'est l'école, le collège, le lycée, l'université. Pour les rising stars et autres, c'est le travail, c'est-à-dire l'entreprise, l'institution, etc. Et donc, un des enjeux, c'est de comprendre dans les deux dimensions, à la fois puisque vous citiez tout à l'heure la statistique d'une personne sur deux qui était surmenée ou qui exprimait des difficultés au sein de son travail, comment est-ce que le travail impacte à l'échelle des salariés, etc., la santé mentale, mais de la même façon à l'inverse, comment est-ce que les organisations vont prendre en charge ce sujet et faire en sorte de créer des environnements de travail qui permettent de préserver justement ces sujets de santé mentale. Et donc là aussi, il y a besoin à la fois d'analyse et puis d'action. Je vois notamment ici de nombreux projets qui mettent à disposition des outils, notamment numériques, qui permettent aux employeurs d'avoir des programmes très larges vis-à-vis des salariés, des travailleurs, etc., autour du suivi de prévention et notamment de santé mentale, ce qui est une très bonne chose. Et puis, je vois également à l'échelle de certaines écoles ou de certaines institutions d'éducation quelques projets qui sont tout à fait intéressants, même si je vois également qu'on a besoin de passer à l'échelle. Et peut-être juste un dernier élément, parce qu'on a parlé beaucoup de sujets numériques, pour introduire quand même quelques notions importantes. Ce sont des transformations qui sont essentielles pour déployer de l'innovation dans notre système de santé. Ce sont des innovations qui s'accompagnent aussi d'un nécessaire échange, débat, information et d'une absolue confiance pour faire en sorte qu'elle soit réellement appropriée. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, pour le coup, autant on partage quelques similarités dans l'épidémiologie de certaines pathologies en santé mentale, autant je vois qu'en fonction des zones géographiques, on a des positions qui sont assez différentes sur la façon dont les données, qui sont les briques essentielles du numérique, vont pouvoir être exploitées pour pouvoir participer à des bénéfices individuels ou des bénéfices sociétaux.
Et donc, si on prend l'exemple de la période Covid, puisqu'on en parlait tout à l'heure, je me rappelle de la façon dont les sujets ont été débattus dans différents pays et traités. Et clairement, on voit qu'en Europe, il y a une sensibilité beaucoup plus importante sur la question de la gestion de la donnée, de la conservation et de l'exploitation des données, notamment avec la mise en place, par exemple, de l'application Tous Anti-Covid, par rapport à d'autres pays, notamment en Asie du Sud-Est, où finalement, la mise en place d'applications de suivi et de surveillance n'a pas été un débat aussi complexe que ça a pu être dans certains pays européens. Et donc, ça veut dire qu'on voit bien qu'il y a aussi sur ce chemin de développement des outils numériques, au-delà de l'évaluation, de l'expérimentation, de la régulation, quelques sujets sociétaux qu'il faut arriver à adresser pour faire en sorte qu'à la fin, tout le monde puisse s'engager sur ces outils avec confiance et se dire qu'on peut les utiliser avec des bénéfices individuels et des bénéfices sociétaux qui sont compris. Merci beaucoup Antoine, c'est un tableau assez complet. Moi, le débat est ouvert, alors généralement j'en pose une première question, mais s'il y a des questions dans la salle, c'est vraiment la priorité, donc levez la main, et puis en français, en anglais, même en italien. Mais moi j'avais quand même une question, on a parlé pas mal avant le séminaire, et j'en ai parlé avec beaucoup de collègues, et une réaction que j'ai eue très souvent, alors peut-être que c'est un cliché, mais c'est les différences de culture. C'est-à-dire que le contexte singapourien et le contexte français sont quand même très différents. Et notamment dans ce que vous avez exposé, on sent qu'il y a une dynamique de la population, de tous les Singapouriens pour rentrer dans toutes les démarches. Et la question qu'on a envie de poser, c'est au fond, en France, est-ce que ça serait aussi simple notamment, il y a une question un peu sous-jacente, c'est est-ce qu'il y a un contrôle des comportements et des attitudes à Singapour qui est ressenti dans ces programmes ou pas? How control is orchestrated in Singapore? I think that's the first question to understand the difference, and maybe if we want to make a bridge between the two contexts. Alors, c'est sûr, sur la question du contrôle, on a commencé à l'aborder. Je pense que c'est pas forcément le contrôle des gens, c'est plus le contrôle de la culture. C'est-à-dire qu'à Singapour, c'est vrai que tout est toujours très préparé, très organisé. C'est plus presque une façon d'être et de faire. Donc on va anticiper. C'est quand même, je pense, un des rares pays où les constructions sont livrées 6 mois à l'avance. Je pense que les objectifs 2030, ils vont être délivrés vraisemblablement à l'avance également. Donc je pense que c'est plus, on aime bien contrôler les choses et au niveau budgétaire, voilà, tout est toujours anticipé. Quand il y a eu la crise du Covid, ils ont débloqué des fonds parce qu'il y a toujours des fonds exceptionnels au cas où. Donc je pense qu'il y a une culture forte, c'est pas forcément avec le gouvernement, en fait il y a une culture forte on aime bien contrôler les choses, on aime bien préparer, anticiper, etc. Ça c'est très vrai. Mais je pense pas qu'il y ait... Alors c'est très différent de la Chine, hein, ça rentre dans le débat. Je pense pas qu'il y ait de volonté du gouvernement de contrôler, et je pense pas que ce soit ressenti comme ça. Après, il y a en termes de protection des données, on en parlait. Donc il y a un équivalent de RGPD à Singapour qui est PDPA, qui est très proche, en fait, qui est un petit peu, mais qui est très proche de RGPD. Donc en fait, on est sur des bases de données des protections qui sont assez similaires. Et donc après, je pense que dans le contrôle, c'est sûr que je pense que c'est plus que spontanément, les gens sont plus ouverts à ce que ce soit préparé, organisé, etc. Un truc que je pensais maintenant, c'est qu'on a parlé un peu beaucoup de la partie des jeunes. Donc dans la plateforme Mindline, il y a un espace à part pour les 17-25 ans qui s'appelle Let's Talk, et qui est beaucoup en fait orchestré autour de la communauté, c'est-à-dire que les jeunes s'entraident. En fait, ils peuvent parler à des psychologues, enfin des cliniciens, mais aussi ils s'entraident beaucoup entre eux. Et donc ils ont testé ça pendant pas mal de temps, et les résultats sont assez fascinants en fait. Il y a vraiment beaucoup ça marche très bien, et en particulier plus de 80% se déclaraient très confortables avec la plateforme et à partager, etc. Alors pour revenir sur Mindline et par rapport à ces contrôles,
contrôle. Ça, c'est un truc que le gouvernement a fait très très attention parce que sur l'aspect spécifique de la santé mentale qui est encore, hein, ça va mieux, mais qui est encore, pardon, oui, c'est ça, c'est tabou, c'est stigmatisé. La plupart des gens disent, moi je le dis pas au bureau parce que sinon, je vais avoir des répercussions. Donc en fait, ils ont fait super attention. Et donc il y a quasiment, c'est presque un peu triste pour quelqu'un de data, ils récupèrent très peu de data. Parce qu'ils disent il faut qu'on soit plus blanc que blanc pour être nous. Donc en fait, tout est anonymisé, il n'y a pas d'historique en fait. Donc si on revenait sur la plateforme, il n'y a pas d'historique. Donc ce qui limite un peu des fois les fonctionnalités et l'analytique, c'est comment avancer. Mais ils ont fait ce choix justement à contre-pied, en ayant peur de dire on va contrôler, on va etc. La plupart de ces initiatives ils ont fait très très attention à ça. Et donc, ils ont dû montrer patte blanche, si j'ai envie de dire. If you want to add a comment, Yeah, absolutely. Yeah, so I think that I hear about cultural differences, right? And something to mention is that in Singapore we have so many different cultures. We have people coming from Chinese heritage, but also many people coming from India and Malaysia, as well as people coming from Indonesia, Philippines, and even in the West. I mean, I'm working there for 6 years, and there are a lot of people coming from Europe and the US. So having said that, because we are talking about how different cultures can also overcome the challenges and the approach that Singapore ecosystem managed to do, I think that because of these different cultures and the approach that they already successfully achieved is a great example on how this could be also applicable in other I would say Western countries like France or even other places in Europe or in the US. And I hear about the control that Singapore ecosystem managed to successfully achieve. And I have to say a very specific example on that. And I've been doing a lot of work in the field of drug abuse and dependence. And since I'm in Singapore, all my colleagues in in Boston and in the UK, they're asking, how is your work in drug addiction, Serenala, going? And I say, not really. So how come? Yeah, because there are no actual patients, getting drugs, and this is a great example on how control can successfully achieve. For me, no more work in the area, but no more people are into these dependence and issues that some people might have in other countries, right? And yeah, so this is just to say that control, of course, it needs to be contextualized. And I hear that in France, the landscape, how they call in sometimes when I go in the vineyard, the terroir, right? Terroir can be like not so much prolific or sensitive, or we really need to start those discussions and see what has been effectively implemented in another ecosystem, which is multicultural in nature. I want to highlight this, and still like keeping the good part and contextualize, because context is very important. And in France, in Paris in particular, opening those discussions, even do survey, ask to psychologists, psychiatrists, nurses, and I hear that there are a lot of people doing a great amount of work. So starting from service and starting how this can be implemented very quickly. Yeah, very happy to take on more sharing on controls as well as multiculturalism. Thank you. Alors, je vais commencer par Marx est mort, Dieu est mort, Marx est mort, et moi, je me sens pas très bien. Donc, dans tous les cas, la santé mentale, c'est vrai que dans les bilans de prévention, j'ai vu que ça prenait une importance maximum. Alors, il y a un critère clinique qui me semble important, c'est l'insatisfaction au sommeil ou la difficulté de sommeil ou les vrais problèmes de sommeil. En pharmacie, je suis pharmacien, donc je vais pas me dire que je ne le suis pas. Eh bien, on voit la mélatonine, par exemple, qui prend une importance majeure pour répondre à quelque chose. Qu'est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que c'est une insatisfaction? Ou est-ce que c'est vraiment un trouble du sommeil majeur? Est-ce que ça peut être pris en compte ou pas? Donc, comment on va pouvoir déterminer ce qui est de l'ordre de l'insatisfaction, tout en sachant que les Français dorment de moins en moins, puisqu'on a perdu 45 minutes, je crois, en l'espace de 10 ans. Comment on va pouvoir résoudre ça en se disant que la porte d'entrée peut être la pharmacie, puisque cette demande sur la mélatonine
et quand même a explosé réellement, est-ce que cet élément-là ne pourrait pas permettre d'ouvrir des portes et d'ouvrir simplement un choix vers une technologie quelquefois numérique ou pas numérique? Et je peux vous dire qu'en pharmacie, on cause beaucoup. Alors, je ne vais pas pouvoir vous répondre sur le sujet du sommeil, c'est moins mon domaine d'expertise. Par contre, ce qui m'intéresse dans votre propos, c'est la façon dont on peut utiliser les données pour justement détecter un certain nombre de situations. Et donc là, le sujet, c'est aujourd'hui, on ne dispose pas forcément de tous ces éléments. C'est d'aller vraiment dans une culture de la donnée qui est beaucoup plus avancée que ce qu'on a aujourd'hui. On a évidemment, j'ai cité tout à l'heure le rapport chargé produit, la consommation annuelle de telle ou telle molécule, etc. Mais d'avoir des données beaucoup plus fines, beaucoup plus précises, à des échelles beaucoup plus locales et temps réel, c'est un élément extraordinairement important justement pour arriver à détecter ces éléments-là. Et je suis sûr que quand on aura ce type de données, vous citez la mélatonine, mais il y en a beaucoup d'autres, on pourra détecter beaucoup plus finement justement des surrogate marqueurs ou des pré-symptômes qui permettront d'aller beaucoup plus loin dans les stratégies de prévention. Voilà. Après, je ne suis pas spécialiste sur le sommeil, je ne pourrais pas vous répondre sur ce sujet-là. Syndrome qui capture les changements de comportement par rapport au sommeil et d'autres facteurs assez quotidiens et qui permet, comme le dit Antoine, d'en faire un score algorithmique qui prédit la modification de l'humeur et éventuellement des passages à des visions plus précises. Il y avait monsieur... Oui, bonsoir. Je suis pédopsychiatre et je travaille, mon sujet de thèse de recherche est l'utilisation de dispositifs médias pour explorer le vécu psychique. Je voudrais juste partager, en fait, parce que c'est un peu mon quotidien, je vais résumer un peu ce dont vous avez parlé sous la forme d'angoisse de performance, c'est-à-dire l'inadéquation entre ce qu'on est et ce qu'on espère être, qui est un énorme facteur en fait de stress et que vous décrivez très bien à travers vos données. Ça m'amène une réflexion et je voudrais peut-être partager un peu une expérience. Je viens d'un milieu pas populaire, mais de province. Je ne savais même pas ce que c'était une classe prépa. Et je suis arrivé à Paris, ça me faisait rêver. J'ai découvert l'ENS. J'ai pu rentrer à l'ENS par le biais d'autres accès. Et j'ai déconstruit un mythe. Et en fait, on est quand même dans une société qui construit des mythes. Et je me rends compte à quel point mes patients, c'est au quotidien les mythes et ces représentations. Et la question que je me pose, c'est à quel point on est nous-mêmes pas une part du problème. C'est-à-dire que moi, en tant que médecin, j'incarne un mythe auprès d'eux. Vous venez tous, on a parlé de je ne sais plus comment vous avez dit, star. Enfin bref, on incarne ça et c'est notre moteur aussi. C'est un peu un élément. Et le problème, c'est qu'on arrive en fait avec vis-à-vis de nos patients à entretenir finalement ces mythes. Alors évidemment, on peut essayer de les déconstruire, raconter à quel point c'est surfait. Mais ça génère aussi énormément de souffrance. Et moi, je le vois au quotidien avec... mes petites patientes aussi. Et tout ça. Et je suis complètement démuni par rapport à ça. Et quand je me rappelle aussi quelque chose que je n'ai pas vécu, c'est-à-dire ce qu'ils vivent aujourd'hui, c'est Parcoursup. Ils disent on passe plus le bac, en fait. Ils passent Parcoursup. Alors, je ne sais pas, pour vous qui êtes à Singapour, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est une autre modalité sur le modèle du contrôle continu, un peu comme on avait sur le brevet des collèges à l'époque. Mais il y a toute une déconstruction. Et on vous parlait de coping. Et alors, la traduction en française, elle est tantôt de soutien, tantôt d'appui. Mais en fait, le soutien, par exemple, typiquement pour mes patients, on parle du Covid, mais nous, en fait, on savait comment passer le bac. Donc, on pouvait soutenir nos jeunes patients. On pouvait se projeter sur ce que c'était que passer le bac, cette fameuse épreuve qui durait 1 semaine, 2 semaines. C'est complètement différent. Et il y a plein d'autres choses qui changent dans les mythes à la fois qui sont transposés par les réseaux sociaux. Et je me pose la question, quand tous ces outils qu'on développe, que je développe, donc qui me passionnent, même en plus les outils d'intelligence artificielle, c'est basé... Ça partage avec la systémie, la première cybernétique et la deuxième cybernétique. Tout ça, ce feedback en fait permanent, à quel point on est une part du problème en fait, à quel point on renforce ce système, on renforce ce sentiment d'inadéquation de nos plus jeunes, et ça me questionne en fait. Et je me demande, je me doute que vous avez dû réfléchir à ça. J'aimerais bien avoir accès à vos réflexions pour m'aider, quoi. So I try to sum up. If I
I rightly understood, part of the problem is maybe ourselves. The fact that we have a perception, we perceive some aspect of our mindset with different bias. The colleague was speaking about this idea of to be a myth or a star, and we are educated when we work with this, of course, this target of performance somewhere, subconscious or explicit. And so maybe one question is to understand how you can include this phenomena in the use of digital tools, because if it is the case, somewhere the tools is maybe not so efficient. Oh, thank you so much. This is a great question, and I'm talking as a humble person, and I know that the introduction was very amazing, but at the same time, these are all these questions that we are having in terms of the clinical implementation, and I hear about epidemiological issues, right? So the understanding and the opportunity for all of us to know that we are achieving a goal, right? We're becoming a star, as we were talking about it. But if this is driven by something that is motivationally, driven by, I mean, I have to say, I wanted to do this job when I was, I wish we could, when I was very, very young, and I have never done any, I didn't have any big challenge in terms of what was my motivation, right? And I share this with the youth, I share this with all the people that I'm supervising currently. Like having something that is an internal drive for us to be constantly driven in a helpful way, in a healthy way, right? Is the first step towards this goal. But here, I think I hear that we are not only talking about educational settings, but even how this could be implemented at workplace, because sometimes our perfectionist ideas can come from like our teacher or even our parents. I mean, I have to say that I've never, I mean, my parents were always saying, Serenella, please have a break. So, but maybe some parents, and especially in the Asian context, they call tiger moms, right? So they are like very, pushing the children and the kids to be driven to be great in whatever they do. And so I think this is a very holistic approach. It could be digitalized for sure, but it could also, as we talk about some mindset, right? We need to start from us, from our parents, from our family members, from our teachers, the way that they're giving us the opportunity to achieve our goals in a healthy manner rather than becoming and going into levels that are giving us not good, but not the whole health, but something that is on the other side of the spectrum. And also in terms of career achievements, something that could be easily implemented is how beneficial is to be a star. I think if we think at ourselves as more as workers we are all doing our best to achieve whatever we have in mind, which can be impact mental health or can be, I mean, you are waiting for the football, so I don't talk about football today. But, there are a lot of settings, there are a lot of ways to think about how best we can implement. And this is needs to be holistic, needs to start from the schools, going into workplace. And we can also see how pragmatic can be in terms of digitalization and so on and so forth. But thank you so much. Great question. Bonsoir. J'ai deux questions très courtes. D'un point de vue un peu plus logistique, on va dire, donc le programme que vous avez présenté montre quand même de très beaux résultats. À quel point, donc ma première question, à quel point c'est important d'avoir un système relativement intégré avec une supervision gouvernementale importante pour réussir? Ou est-ce que je me fais une fausse idée sur comment les choses fonctionnent à Singapour? C'est-à-dire, en France, on a aussi un système, a priori, qui est quand même très, très public et très centralisé. Donc, à quel point ça, c'est un facteur de réussite? Et ma deuxième question, comme on le sait toutes et tous, et sûrement vous aussi, en France, on a un petit problème budgétaire actuellement. À quel point une politique de cette nature est cost-intensive et du coup, comment ça se traduit en termes d'efforts budgétaire global à apporter. Merci. I can do it in English if. Perhaps briefly, can you? Oh yeah, sure, no very problem. Briefly So in two English. questions. Sure. First Thank question.
how much do you need to have a, I would say, strong government, not in terms of control, but in terms of public sector versus private sector to succeed in a program like this? And second question, as you know, in France, we have some kind of a budget issue right now. So how cost intensive is a program like this for public health? And do you think it's a major factor to succeed for a program like this? Sure. Okay, thank you so much. The first question, I think it's something that we haven't yet achieved in Singapore, so we cannot say these are the way that it should be done. But if we talk about public hospitals and also privatizing some of the data that some of the companies have been acquiring, and we have been discussing with the big emperors in this context. But the way to move this forward is basically to first provide, very concrete examples on how the data that has been provided by the hospital, which is something that we are already doing in Singapore, trying to centralize the public hospital data. We talk about it with Quittery too, on the electronic health records for the whole citizens that are either taking a drug due to the diagnosis of mental health, or even going to the hospital for conditions that are related to psychiatric issues and symptoms. And because of the EHR data, and this is work that I've already successfully achieved in the UK, thanks to the FAR Institute, you can actually do not only a lot of research and work, but you can optimally do implementation very quickly. So you have to be, very, very simplifying this. Every person is going to the hospital, is going to the pharmacy, and in a routine manner, the data has been, stored in a cloud or in a safe haven, and we can actually do very amazing work with that. And this is coming from the public. For the private, I think we still need to have those conversations. After successfully achieving those programs within public and private sectors, then they need to have a lot of discussions between the key stakeholders. In terms of the funding and how can we do proactively work in the area, I think as Singapore is an example on that, we need to, and this is coming from France internally, you need to estimate how much is the economical impact for those conditions. After that, a lot of studies about that in Singapore. It is a current issue here, and today we had a lot of discussion about the return on investment. Yeah. So for this, programs, you have some numbers? We don't have now the number that is publicly released, so I cannot share this. But if you want to have those discussions in terms of the concrete numbers, because we are still looking for something more concrete in terms of the numbers. But internally, that's something that sharing with you that happened in Singapore. So how can we implement fast and quickly on this area? The first answer was, this is the economical impact in mental health, and this is how we need to intervene. Yeah. So I hope I answered this question. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Avant de poser ma question, juste une précaution oratoire. Je ne travaille pas du tout dans le médical. Je suis journaliste, mais aussi très intéressée, avec une sensibilité médicale. Donc ma question concernant l'application, le logiciel à Singapour, j'en vois évidemment l'utilité est frappante, puisque à Singapour, on raisonne en collectif. C'est OK. Nous, en France, en Europe, on raisonne plutôt encore par individualité. Donc, comment, pour prolonger le caractère logistique, comment implanter cette application donc avec notre façon de penser, notre manière de fonctionner? Et d'autre part, là, c'est une question un petit peu provoque, mais est-ce que cette application n'est-elle pas déjà obsolète ? Déjà avec l'apparition des IA qui ne font que s'enrichir davantage et qui sont d'autant plus alimentés aujourd'hui par des jeunes qui parlent spontanément à ChatGPT comme à sa meilleure amie ou comme à son père ou comme à sa mère. Donc quelque part, est-ce que toutes les données qui seraient précieuses dans votre application à récolter ne seraient pas déjà fuitées ou biaisées par déjà d'autres intelligences artificielles qui n'ont pas du tout une utilité médicale de prime abord?
Je vais peut-être commencer à répondre juste sur la deuxième partie. Ah oui. Sur l'IA, en fait, Singapour a essayé d'être vraiment toujours à la pointe de ça. Et en fait, c'est déjà intégré, j'ai envie de dire, dans le truc. Donc, en fait, en continu, ils itèrent. Et donc, oui, il y a tous ces, en plus, wellness coach, AI coach, etc., qui sont, j'en ai utilisé, c'est pas si mal, très franchement. Et donc, eux, ça fait longtemps que l'IA est déjà intégrée là-dedans. Et ils vont évoluer avec. Donc, juste pour la petite histoire, donc à Singapour, ils se sont rendus compte, donc ça il y a quelques années, ils se sont rendus compte que l'IA allait être allait transformer. Et donc, tous les citoyens de plus de 40 ans ont été formés à l'IA. Donc en fait, voilà. Et donc comment on prend les choses en main pour pas que la population reste déconnectée ou décalée. Donc c'est devenu partie intégrante. Et puis ils ont dit, ceux-là, on va les perdre un peu, les plus rising stars. Et donc comment on va les garder. Donc en fait, je pense que ils le voient pas séparé. C'est déjà tout intégré en fait. Et sur les WhatsApp, les trucs WhatsApp, etc. Là, c'est déjà intégré également. Ouais, peut-être. Donc sur les deux parties, je vais commencer par la deuxième puisque c'est le sujet qu'on vient d'aborder. Il faut comprendre en fait qu'avec l'outil numérique et les données, on entre dans une ère qui est complètement différente de ce qu'on avait avant. Donc si je prends deux exemples qui vous montrent par exemple une molécule qu'on va évaluer et autoriser. La molécule, elle a une formule chimique qui ne bouge pas, elle a un dossier d'expérimentation, elle est autorisée et puis ensuite elle est diffusée et on l'utilise. L'outil numérique ou l'algorithme, par définition, il va évoluer. Il va évoluer parce que les algorithmes sont apprenants, parce qu'en fonction des populations, les caractéristiques des données sont un peu différentes, etc. Et donc, de façon intrinsèque, l'outil numérique, alors il peut avoir différentes versions, mais l'algorithme va bouger. Ce qui représente finalement une différence qui est fondamentale pour répondre à votre question, puisqu'on est dans deux modèles qui sont différents, et ce qui représente aussi une différence dans l'évaluation, parce qu'aujourd'hui, par exemple en France, la HAS, qui doit évaluer un dispositif médical ou un médicament, le fait sur des données qui sont fixées. Et donc c'est une vraie question, par exemple, quand on va commencer à avoir des outils algorithmiques qui vont être évolués, qui par définition évoluent. Donc ça, c'est votre deuxième question. Sur le premier point, je vais peut-être mettre un peu de débat. Parce que je ne sais pas, je suis d'accord avec vous qu'il y a des conceptions sociétales différentes entre l'Asie et l'Europe, notamment sur les questions de bénéfices individuels et de bénéfices collectifs. Pour autant, je ne sais pas si c'est forcément ça qui transparaît dans la façon dont on peut utiliser une application centralisée ou pas, etc. Notamment en France, on ne l'a pas encore cité, mais je pense que c'est important d'en parler ce soir. On a plusieurs bases de données, dont une qui s'appelle Mon Espace Santé, qui est une base centralisée. Et la plupart des bases de données de santé françaises sont des bases qui sont opérées par des institutions publiques, voire par l'État. La base historique étant ce qu'on appelle le SNDS, c'est-à-dire le Système national de données de santé. Et donc ça, c'est une base qui est commune à tous les Français. Et pour autant, on peut avoir des différences culturelles dans la conception du bénéfice individuel et du bénéfice collectif. Ce qui est en train de se mettre en place, et c'est extrêmement intéressant, c'est sur ces bases de données, des outils applicatifs et des services qui vont être référencés. C'est ce qui est mis en place notamment sur Mon Espace Santé, où il y a aujourd'hui 20 millions de Français qui ont ouvert ces espaces et qui ont mis des données auprès de la Caisse nationale d'assurance maladie qui administre ce système. Et sur ce système, on va pouvoir développer des applicatifs, celui que vous avez décrit pour la santé mentale, d'autres pour évaluer la stabilité des dosages glycémiques, d'autres pour analyser les radios de thorax de façon itérative, etc. etc. À partir du moment où ces critères rentrent dans un certain nombre de cadres qui sont définis par les administrateurs justement d'évaluation, eh bien, ils pourront être autorisés et mis à disposition. Et donc là, il y a une variété de services qui vont être mis à disposition, qui pourront travailler sur les données de santé qui sont centralisées. Donc c'est pour ça que je me permets d'introduire ces éléments, parce que je ne suis pas sûr du coup que la différence conceptuelle ou sociétale entre bénéfices individuels et bénéfices collectifs explique forcément la façon dont sont pilotés les outils et les bases de données. Et il y a le même outil qui est en train de se développer. Donc à l'échelle française, il existe le SNDS depuis une quarantaine d'années. C'est une spécificité, une richesse extrêmement importante. Et on est en train de développer la même chose à l'échelle européenne avec quelque chose qui
s'appelle l'espace européen des données de santé, qui aura 2 vocations. La première, c'est de mettre à disposition les données de santé de chacun des citoyens quand ils vont voyager pour être soignés à Berlin, à Prague, à Paris, à Rome ou à Amsterdam. Et la deuxième, c'est de créer un ensemble de données de recherche pour ce qu'on appelle l'utilisation secondaire, qui est unique, qui va représenter 450 millions de citoyens, donc qui sera le plus gros espace de données de santé au monde à l'heure actuelle. Je voulais rajouter parce que je n'avais pas vu, et votre deuxième question quand même, je trouve, est vraiment très importante, la première aussi, mais sur ChatGPT, parce qu'effectivement, il y a actuellement une littérature qui montre que ChatGPT, qui est un outil commun, renforce certains de nos comportements et nos attitudes, mais dans ce que nous avons de meilleur, mais aussi de mauvais. Et donc, d'une certaine façon, on entretient peut-être des schémas de pensée qui ne sont pas les bons. Et c'est vrai qu'il va peut-être y avoir une compétition entre des outils comme ChatGPT que vous citiez et puis des outils comme celui que vous développiez. Et d'où l'intérêt d'avoir une labellisation peut-être d'outils pour savoir comment vraiment on progresse. Parce qu'on peut peut-être être enfermé dans des idées qui ne sont pas les bonnes. You have a comment about that? Yeah, so I have, if I can, 2 comments. Yes. I feel really at home. I never studied French, but I understand what you're saying today. I'm improving minutes by minute. So 2 comments. First one is that something to think about in medicine in general, right? When we're talking about prevention and what are opportunities for us to have a preventative approach, which can be for cancer, cardiovascular disorders, but even diabetes and other anything in medicine, right? I'm kind of interested in hearing that we're talking about like individualistic versus more kind of collective society that is able to proactively do work together in this area, if I understand correctly. And I wish I could answer in this manner, because even if on the surface the symptoms are described in psychological terms, or even in things that are currently vague, but after 15 years of working in this area, I have to be very honest. For people who have received a diagnosis, there isn't really anything subjective. It's really organic and objective. And if we kind of think about it, if we think about prevention and have an epidemiological approach based on how fast and even sometimes careful these symptoms can become for the people who have been hospitalized for even many, many years, then we should perhaps think about discussing about collectivism versus individualism, right? Because if we suffer from psychiatric condition or even mental health symptoms, there will be some of your family members that perhaps had any of those. You understand that it's something that is really going into medical prevention, and intervention is also, I hear about pharmacological intervention. There are also other things that can be possibly happening, but I really want to share with you that we have the evidence, and issues are organic and biological and also genetically driven too. Having said that, we were talking about ChatGPT, and it's interesting. I also tried it. I mean, not because I wanted to get any treatment, but just to understand better how LLM works and if I can do any research project on that. But having said that, for anything that works, I have a very Singapore approach in these terms. If it works, it works. But the question is how sustainable it is. I mean, in other terms, you can share your emotion with a robot or with anyone, even with the plants. But are you able to treat your symptoms? If the answer is no, then we need to find other solutions. But again, if it's working and it's good, and if it feels good to eat ice cream or go out with friends, then it's good, And if ChatGPT is also one of these methodology, then absolutely. The question is always how the person is feeling and how sustainable is this, and how can we apply this. So telemedicine is for perhaps something that we should consider even further, and I think we need another session for talking about that. But a very great question. Un très vite.
Je vais juste rebondir là-dessus, c'est un point important, je trouve qu'on n'a pas abordé, c'est quand on parle plus de prévention et d'intervention légère, il faut faire très attention à ce que ce soit scientifique. Et on parlait de l'efficacité, parce que it works, mais que l'efficacité soit prouvée. Et je pense que quand on fait ce rééquilibrage, c'est une des choses à laquelle on doit être extrêmement vigilant. Il y a eu cette multitude d'apps qui sont sorties, on en a sorti aussi. Et donc, il y a eu des audits qui ont été faits notamment par la NHS en Angleterre, 97% n'avaient aucun backing scientifique. Et encore moins, quand on regardait, avait des essais cliniques randomisés, contrôlés. Donc, on est tous, bien sûr, à promouvoir la prévention, les interventions légères, etc. Mais quand on fait ce changement, je pense qu'il faudra, parce qu'il y a historiquement, comme il n'y avait pas le réglementaire qui contrôlait, entre guillemets, on parle de contrôle, je pense que c'est vraiment très important que quand on développe, et puis pour la crédibilité, quand on développe cette partie prévention, intervention légère, qu'on garde cet esprit scientifique et d'efficacité prouvée. Genre ça, c'est un point qui est vraiment fondamental, en fait. Et il y a une vraie dérive, je pense, qui est possible avec ce changement. Oui, j'ai compris le message, je vais être très très bref. Je voudrais revenir, je coordonne un groupe d'industriels qui travaille sur la communication des données de santé. Parce qu'en fait, en France, actuellement, l'échange de données bloque les innovations aux portes des hôpitaux. Donc, en gros, ils ne peuvent pas les acheter et les industriels ne peuvent pas vendre. J'ai vu votre schéma très intéressant avec Fitbit qui envoyait des données à la base de données du gouvernement, etc. Comment est-ce que vous avez résolu d'un point de vue opérationnel à Singapour l'ouverture de la donnée? C'est-à-dire comment vous faites pour que tout le monde puisse innover et échanger de la donnée justement pour faire tourner des algorithmes? Okay, I can. You need in English or it's okay? Yeah. I think absolutely. If you want, yeah, please. But I can answer really straight. Okay, wonderful. So I think that the innovation is also some key players that we have in Singapore and in France. I'm sure that's the case. In order to have those discussions on how to make the data publicly available, I think one of the way that we're approaching into these ways in the future in Singapore is to have private companies or even internally within the hospital a system that is, as I shared earlier, a safe haven where all the data is stored over there. But in terms of selling, if I understand correctly, the data or making the data available with the cost, this is something that, I work for government and public agencies, so we don't talk in these terms. But I know that there are other agencies internationally that are having those discussions. I think we need to request to the key players to understand better if the private companies are going to own the data and they're going to put a cost for these studies and future innovation and work. I think it's gonna be a bit. I take this personally. It's going to be a bit damaging in terms of the future endeavors because it's going to be. If you think about the Fitbit example, the Hopes, the Mindline, and everything that we have been doing, and it's publicly available, and it's we do research because of that. It's actually the government that is allowing us to do the work, to do to run the analytics and to promote these opportunities. So I will say that I will start with the public, and I will start for the citizen to have the opportunities to learn and do better work in this area. And the example of Mindline and Hopes are a great first step. And for the private companies, as I don't work in a corporate right now like that, so I think I will need to request my friends and colleagues to comment on that. But thanks very much for the question. I think maybe Quittery has some comment. Donc la conclusion is that you have an open source system where you share the data between public agencies and private companies, and of course that's a key issue in France at this current time, and I will stop on this topic. Je vous propose d'abord de remercier I hope, Serenella, that you appreciate our experience in French.
Oh, that was wonderful. Let's say I learned it second after second. And I apologize if I haven't answered exactly the questions that as you were asking to me, you know. Thank you.